Parfait. Eh bien, tout d'abord, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jacques Versier. J'ai eu la chance d'être élu aux côtés de Marie-Hélène en tout début de mandat depuis 1 an, et elle m'a confié toute la partie communication, proximité et tout ce qui est commerce et artisanat et économie. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour saluer, j'ai vu quelques commerçants, j'ai vu que Justine de Décidé était par là, je sais plus où elle est, voilà. Et j'ai croisé aussi une nouvelle notaire qui s'installe à Saint-Didier. Alors je l'ai croisée. Pardon. Alors, donc je disais, j'ai eu la chance de croiser Justine de Décidé tout à l'heure, qui est là, et en tant qu'adjoint au commerce et à l'économie, bah, je ne peux que la saluer. Et puis j'ai croisé également une jeune notaire qui s'installe parmi nous, la seule à Saint-Didier. Donc merci. Elle est arrivée, où elle s'installe cette semaine, c'est ça? Eh bien, bienvenue. Bienvenue à vous tous et bienvenue à elle. Dans notre belle commune. Donc, bravo. On est là ce soir tout simplement parce que pendant la campagne, on s'était engagé à suivre nos engagements, à vous les présenter et avoir des points de synchro avec les désidériens pour dire là où on en était, présenter les projets et échanger avec vous en toute transparence. Et c'est la deuxième réunion publique, puisqu'il y en a une qui a déjà eu lieu sur le parking, enfin sur le parking, pas la réunion, mais sur le thème du parking. Et donc ce soir, on va voir ensemble. On avait plein de sujets à vous proposer ce soir, mais on s'est dit qu'on allait les répartir en 2 séances, puisqu'on aura le plaisir de vous accueillir ce soir donc, pour la partie urbanisme, et puis un certain nombre de grands projets que Didier va vous présenter. Et puis enfin, le 13 septembre, on souhaiterait également revenir sur la partie sécurité, référent vigilant au sens proximité des échanges avec les référents de quartier, la partie communication, vous connaissez tous le en bref, mais je vous encourage à vous inscrire sur la newsletter et à partager aussi les news qu'on a sur les réseaux sociaux. Et puis enfin, on parlera, parce que ce sera d'actualité, la rentrée scolaire. Voilà, donc ce soir, 2 grands sujets. Voilà, merci Carole. Une première partie sur l'urbanisme, je ne vais pas détailler l'ordre du jour, Didier va le faire avec plaisir. Les grands projets. Et puis, je souhaiterais quand même laisser l'introduction à Madame le maire, qui est toute nouvelle élue. Elle a gagné 2 élections en 1 an, puisqu'elle a gagné les régionales. Et elle est avec nous ce soir, alors qu'elle a une réunion avec Laurent Wauquiez. Et je suis quand même très fier de savoir qu'elle ait choisi sa commune, parce que je sais que ça lui tient à cœur. Merci encore. Bonne soirée. Merci, Jacques. Alors, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver ce soir. C'est quelque chose qui nous a manqué tous ces mois. Avec ce contexte Covid, c'était pas possible de se réunir, de se retrouver. On n'a fait aucun événement associatif, aucun événement culturel. On n'a pas fait de vœux du maire, on n'a pas fait de défilé des classes. Donc il y a plein de choses qui nous ont manqué. Mais voilà, le 1er juillet, on s'est dit, si la fenêtre s'ouvre, profitons-en et faisons une réunion publique pour se retrouver, pour présenter notre plan de mandat, et notamment les grands projets que nous avons initiés pendant notre campagne. Donc c'est ce qu'on va vous présenter ce soir. Jacques l'a dit, c'est la 2e réunion publique, on en a fait une en octobre dernier sur le parking, et puis après, tout s'est arrêté. Donc vraiment, du fond du cœur, merci d'être là, vous êtes nombreux, ça me fait vraiment très très plaisir. Et puis, on aura donc cette présentation sur les grands projets, c'est surtout Didier Verdillon qui va prendre la parole avec d'autres personnes. Et puis à la fin, on aura un temps d'échange où vous pourrez poser vos questions et on pourra ensemble se dire les choses comme on aime se les dire. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée et puis à tout de suite. Bonsoir à tous. À mon tour de vous accueillir ce soir avec beaucoup de plaisir, comme l'a dit Marie-Hélène. C'est un moment qui est important parce que effectivement, on n'a pas pu vraiment communiquer et être auprès de vous et vous donner de l'information. Les informations circulent, donc c'est bien qu'à un moment donné, on puisse les recadrer et les remettre en synthèse. Donc on va aborder les travaux de l'urbanisme en général sur la commune. Je rappellerai qu'on avait pris deux engagements au niveau de la campagne qui étaient de réaliser une étude de cadrage avec la métropole sur les zones URM, et je vais revenir dessus, d'élaborer une charte de l'urbanisme. Et donc c'est les 2 sujets
génériques que je vais traiter. Et ensuite, dans le souci de transparence, on a pris la position de dire qu'à partir du moment où des permis de construire sur des projets que je vais appeler collectifs, c'est-à-dire qui ne sont pas des maisons individuelles, à partir du moment où le dossier est en instruction, on souhaite pouvoir informer l'ensemble de la population sur ces projets et que cette présentation soit faite par les porteurs de ces projets. Alors c'est une démarche un peu particulière dans le sens où c'est des projets qui aujourd'hui, les PC ne sont pas validés, ils sont en cours de validation, ils sont suffisamment avancés pour considérer qu'au niveau de la commune et de la métropole, on est en accord sur les grands principes de ces projets-là et que le permis de construire devrait être accordé. Hein. Par contre, on pense que comme c'est des projets qui vivent, et vous êtes nombreux, je pense, ici, à les connaître, ou entendu parler, c'est plus facile qu'on vous en parle de manière transparente, plutôt que par des on-dit dans le village. Donc voilà en introduction. Donc, on a réalisé en début, dans l'hiver, un petit guide. Donc je ne vais pas m'étendre, mais c'est un petit guide qui s'appelle le guide de l'urbanisme et qui est là pour faciliter vos démarches administratives à chaque fois que vous avez besoin en matière de sur le volet législation. Dans quel cas j'ai besoin de faire une demande préalable, dans quel cas c'est un permis de construire, un transfert de PC, enfin, etc. Donc ça, c'est un petit guide pratique. Il est disponible sur le site internet ou il est disponible en fascicule en mairie et vous pourrez le récupérer à la sortie. Je vois que certains l'ont déjà pris, vous avez bien fait. Ils sont là pour vous et vous aider dans vos démarches. Concernant la charte de l'urbanisme, nous avons voulu, dans le cadre de ce mandat, vous savez qu'en décembre 2019, je crois que c'est automne 2019, la métropole a adopté le nouveau PLUH, qui est donc rentré en vigueur de manière officielle fin 2019, et qui a apporté pas mal d'évolutions sur notre territoire, comme sur l'ensemble du territoire de la métropole. On a pris la part de l'urbanisation que la métropole a besoin pour que Lyon existe en tant que capitale européenne, pour qu'on ait des moyens de locomotion qui continuent à se développer, un aéroport avec des destinations, avec des universités, enfin bref, un développement économique. Des gens ont réfléchi et ont considéré que Lyon devait être, à l'horizon de 2030, une métropole de plus de 2 millions d'habitants pour exister sur le plan européen. Donc forcément, on est à peu près à 1,4 million aujourd'hui, il faut que toutes les communes de la métropole, nous sommes 59, prennent sa part de ce développement pour le bien-être de chacun, même si parfois ça peut nous déranger en proximité. Donc cette charte vient s'inscrire en complément du PLUH, puisque la règle reste le PLUH. On ne peut pas se substituer au PLUH et on va simplement essayer d'apporter des compléments d'information et des règles qui, dans les règles du PLUH, nous permettent d'affiner et de préciser un certain nombre de sujets. Pour cette mission, on a constitué une commission avec un certain nombre de désidériens. Certains sont ce soir avec nous pour participer dans cette base de réflexion et on s'est surtout fait, on s'est fait accompagner par les professionnels, parce que nous ne sommes pas des professionnels, par le CAUE, qui est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. C'est une institution nationale qui est présente sur tous les départements de France et qui nous accompagne, puisque la mission n'est pas terminée, dans ce projet de constituer cette charte d'urbanisme qui verra le jour en version finalisée en novembre 2021. Donc un petit peu de retard par rapport à nos objectifs d'origine, puisque nous voulions que cette charte existe dans les 6 mois de notre début de mandat. La crise sanitaire, les disponibilités du CAUE, etc. font qu'on a pris un peu de retard, mais je pense qu'il vaut mieux prendre du retard et faire les choses bien plutôt que de précipiter et avoir quelque chose d'incomplet. Ce support, il va être organisé autour de fiches à thème, et ces fiches à thème
vont représenter un certain nombre de thèmes. Donc un habitat maison rurale ancienne, c'est des exemples et c'est des fiches qui ont commencé à être travaillées. Un tissu dit de maison bourgeoise et grande demeure. On en aura ensuite sur la maison contemporaine. Enfin voilà, on va avoir 8 fiches. Et ces 8 fiches vont décliner 3 sujets. Un sujet, les sujets, c'est des préconisations, des orientations souhaitées par la commune, avec trois volets. J'ai une maison rurale ancienne et qu'est-ce qui s'impute à moi dans le cadre de l'entretenir et la rénover. Voilà la réglementation. Ensuite, je veux aménager et agrandir cette maison rurale ancienne. Et puis dernier point, je suis dans un tissu de hameau où il y a des maisons rurales anciennes. Je veux construire, parce qu'il y a une constructibilité possible. Comment je construis? Quelles sont les préconisations? Et donc on va décliner ces fiches. Et demain, en fonction du secteur dans lequel vous vous situez du projet, eh bien, on vous orientera, enfin on vous donnera alors l'ensemble des fiches si vous le souhaitez, mais la fiche qui correspond peut-être à votre environnement. Donc voilà pour ce qui est de cette charte de l'urbanisme, version finalisée novembre 2021. Un des gros volets de cette, des enjeux et qui a été un peu un sujet fort dans le terme de la campagne, c'est le développement de la commune et la communication qui a été faite que Saint-Didier aurait 12 000 habitants très prochainement, alors que nous sommes 7 000, nous a amené, avec toutes ces zones URM, les zones URM, donc ce sont des zones à urbaniser, avec ce qu'on appelle du collectif intermédiaire. Alors, il y a le terme collectif, mais le côté intermédiaire a son intérêt, puisque un collectif intermédiaire, c'est un collectif qui permet de construire des bâtiments, enfin des bâtiments en R+1 plus attique. Donc ça veut dire qu'au maximum, on est sur du R+3, et le terme attique signifie que le dernier niveau doit être en retrait par rapport aux deux autres niveaux. Si on veut représenter ça en termes de hauteur, ça veut dire qu'on est sur des bâtiments en mode toit plat qui sont de 9 mètres. Je suis persuadé que dans cette salle, il y a des maisons individuelles qui font 9 mètres ou voire plus de 9 mètres. Donc on n'est pas sur du collectif au sens immeuble, on est sur de la densité de cette zone URM 2D qui ne permet que de construire du R+1 plus attique. Alors, nous avons été dotés, beaucoup de projets, pour situer, je n'ai pas de pointeur, mais sur la partie basse, on est au niveau de la mairie, et sur la partie haute, sous le être mieux protégé, c'est la rocade des Monts d'Or. Et donc, on a tout ce vallon qui donne sur le vallon de Favril, qui est donc en zone URM, et donc on a travaillé avec la métropole pour mieux... Ah, super! Hein? Ouais, on ne voit pas très bien, mais bon, voilà. J'ai essayé quand même de l'utiliser. Donc, cette zone URM, et cette zone-là, on a voulu travailler avec eux pour qu'on ait une urbanisation qui soit à la fois contrôlée, avec une cohérence, et donc on s'est doté des services de la métropole pour construire le futur développement de cette zone, et de le faire de manière le plus harmonieuse et sans aller vers des densifications trop lourdes. Donc le premier slide que je vous présente, c'est on voit que sur ce secteur, on a des bâtiments qui sont en marron ou en bordeaux, je ne sais pas comment vous le lisez. Donc ça, ce sont toutes les propriétés, toutes les maisons ou les hameaux qui sont dans ce cadre-là préservés, sur lequel aujourd'hui, ce sont des bâtiments dits protégés et qui, dans le cadre de cette urbanisation, ne peuvent pas être démolis. Tout ce qui est en vert décliné avec des verts plus ou moins foncés, ce sont toute la trame paysagère qui devra être préservée dans le cadre de cette étude de cadrage. C'est-à-dire que dans tous ces espaces verts, ce sont des zones qui resteront des trames vertes au sein de ce territoire. Ce territoire, aujourd'hui, cette trame verte, on est sur un territoire, je veux bien le slide suivant, Carole, merci,
On est sur une zone, on est sur une zone qui fait 3955 arts, c'est-à-dire à peu près 4 hectares. La surface paysagère protégée, qu'on a obtenue en travail avec la métropole, c'est de protéger près de 2 hectares, c'est-à-dire près de la moitié de la surface de ce territoire. Et donc, ça veut dire que cette zone sera protégée à hauteur de 47% de sa surface, qui restera dans des zones paysagères, arborées, végétalisées, et limitées dans ces hauteurs à du R+1+attique, donc à des bâtiments qui n'excéderont pas 9 mètres dans le cadre de bâtiments toit plat. Si on revient juste sur le précédent, non, pardon, on va aller au suivant. Non, il y a une information, elle est sur le suivant. Et donc derrière, donc là on a vu le côté paysager, et ensuite on a le plan d'orientation avec la métropole sur la façon dont ce territoire pourrait être urbanisé. Je dis pourrait être parce que là on va présenter un projet avec Vinci qui est en cours d'instruction, mais on a un certain nombre de secteurs où aujourd'hui il n'y a pas de projet. Mais s'il y a projet, ils devront respecter un certain nombre de règles. Et donc on a essayé d'isoler, on a isolé 3 secteurs sur la partie montante, donc l'îlot sud, et c'est le projet qui va être présenté tout à l'heure par le groupe Vinci, qui représentera à peu près 8300 m² de surface de plancher, mais ils en parleront mieux que moi, donc on le découvrira après. Un îlot central, plus un îlot nord. À ce jour, la seule action avancée qui est présentée ce soir concerne l'îlot sud. Il y a des réflexions sur l'îlot central. L'îlot nord, pour l'instant, est assez peu. On a peu d'informations. Il y a eu quelques réflexions, mais il n'y a rien de bien concret sur cet îlot nord. Et puis à l'est, donc sur le versant ouest, qui pourrait être un petit peu urbanisé sur la partie haute de la rue de la République, on aurait une vingtaine de logements sur la partie nord et sur la partie centre, un certain nombre de logements. Donc, je ne sais pas si vous voyez quand je pointe. Donc ça, c'est l'îlot nord. Et ça, c'est l'îlot centre. Aujourd'hui, peu de réflexion sur cette base-là. L'élément intéressant aussi par rapport à cette étude de cadrage, on a voulu protéger et permettre qu'il y ait des cheminements mode doux et d'améliorer la circulation à la fois des piétons et des vélos. Avec la métropole, nous avons envisagé et protégé tout le couloir du fond du vallon du Favril, qui est représenté ici en pointillé un peu gros, où là, on va conserver cette trame verte, trame bleue, et qui sera aménagée dans le futur avec capacité d'avoir du mode doux, du piéton, un aménagement confortable pour permettre aux gens qui viennent du nord de la commune vers le centre, vers les commerces, de passer dans un mode protégé, au calme, sur cet îlot. En parallèle, et je remercie à ce titre d'ailleurs l'ensemble des promoteurs avec lesquels on est en contact, à chaque fois on demande un élargissement, c'est-à-dire qu'on veut un alignement sur la rue de la République, c'est-à-dire qu'on impose un retrait pour que ça nous permette d'élargir, d'avoir une voie vélo confortable pour les gens qui montent, parce que quand ils descendent, ils vont aussi vite que les voitures, mais à la montée, on les colle un peu, et c'est pas forcément très agréable, ni pour eux, ni pour nous, quand on monte. Donc voilà à peu près ce développement urbain. On voit bien que les îlots, toute la partie verte est importante, et que donc on a ce scénario. Si on voit ce que ça donne en termes de volumétrie, donc on ne parle pas du tout du versant de Favril, qui aujourd'hui, il n'y a pas de projet sur d'urbanisation sur Favril. Il y en aura vraisemblablement dans les 5 à 10 ans à venir. À aujourd'hui, il n'y a pas d'urbanisation de ce versant. Donc on est bien sur ce versant hors zone AU dite de Favril. On voit que la surface de plancher sur les zones URM 2D, dans la théorie, c'est 41 100 m² de plancher avec une emprise au sol de 40%, je ne vais pas rentrer dans la technique,
Et puis nos fameuses R+1, on pourrait potentiellement faire 41 000 m². Le travail que l'on a fait avec la métropole dans le cadre de cette étude de cadrage, à la fois en protégeant les surfaces paysagères et à la fois en limitant la hauteur des bâtiments, nous arrivons à une surface de plancher envisagée de 22 400 m². Ce qui veut dire que nous avons, en partenariat avec la métropole, défendu notre territoire pour faire en sorte qu'on a un potentiel le PLUH, on n'utilise que 54% du potentiel du PLUH. Voilà. Donc ce travail, on a pu le faire avancer grâce, bon, je dirais, aux efforts de chacun, en considérant que oui, on était prêt à prendre notre part, mais qu'à un moment donné, il fallait qu'on soit raisonné, qu'on tienne compte de nos voiries, de nos environnements, de nos espaces paysagers, etc. Donc voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette version consolidée de travaux avec la métropole, qui aboutira vers un document un peu de synthèse qui sera mis à disposition, enfin qui aura son caractère officiel et qui est en cours de rédaction pour l'instant par la métropole. Voilà ce que je pouvais dire sur les travaux de cette étude à la fois de cadrage, de la charte de l'urbanisme. Et donc maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est que on vous parle des deux projets entre collectifs dits intermédiaires qui vont se construire, enfin, dans lesquels il y a une instruction de permis. Le premier, c'est sur l'emplacement un peu plus élargi dit de la Fougeraie. Et puis le deuxième que nous verrons après, c'est un projet qui sera présenté par Bouygues Immobilier sur un tènement qui est juste derrière le gymnase, c'est-à-dire rue du Castellar et le chemin du Vieux-Bourg, donc juste à l'entrée de Froment, donc la maison, le terrain qui fait l'angle. Voilà donc les deux projets qui sont en cours d'instruction et qui verront jour dans les tout prochains mois. Bien, je vais leur laisser la parole parce qu'ils en parleront bien mieux que moi. Dans l'ordre, on va donc à peu près, j'ai demandé à ce qu'il y ait 10 minutes de présentation et ensuite on fera un jeu. On prendra 5 minutes de questions-réponses sur chaque projet. Voilà. Et puis on ne pourra pas forcément prendre toutes les questions, mais si en fin de réunion les gens sont là, si vous les interrogez, on voudrait essayer de tenir un timing et que on ne soit pas trop long. Donc je laisse la parole à représentant du projet Vinci. C'est bon ? Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter effectivement le projet que l'on souhaite développer. Donc, petite présentation des personnes qui sont ici. Donc, on représente la société Vinci Immobilier, donc, qui est une filiale du groupe Vinci, qui réalise depuis une vingtaine d'années dans la métropole de Lyon et ses alentours à peu près 1000 logements par an. Avec une préoccupation bien sûr de qualité très forte et aujourd'hui bien sûr de performance environnementale également qui est très importante. Donc si on fait un petit tour des présentations, vous avez Marilyn Poulet qui est donc directrice territoriale Rhône chez Vinci Immobilier, donc qui s'occupe de gérer le projet à partir du moment où la promesse de vente avec le propriétaire du terrain est signée, c'est-à-dire que la partie développement dont on s'occupe avec Tom Magnet qui est ici. Une fois qu'on a signé les promesses de vente, on transfère le projet donc à Marilyn qui s'occupe de l'amener jusqu'à la livraison, donc sur tous les aspects de commercialisation, administratif et technique bien entendu. Vous avez également donc Laurence Picano qui est la représentante de notre structure de gestion de résidences seniors, parce que notre projet de à peu près 57 logements est complété par une résidence senior Ovelia. Donc Ovelia, c'est une structure d'exploitation de résidence senior donc, que Laurence vous présentera, qui est intégrée à 100% à Vinci Immobilier. Vous avez ensuite
Franck Dredmi, donc, qui est le représentant de la société Archigroup, que je laisserai également se présenter, qui est donc l'architecte de l'opération. Le paysagiste également, donc, qui est la société MRP, Marco Rossi Paysage. Et puis, je crois que je n'oublie personne. Il y a Quentin qui est là aussi, qui représente Ovelia, et puis Laetitia qui est responsable de programme aussi chez Vinci Immobilier. Voilà, je laisse notre architecte présenter le projet. Allez. Bonsoir à tous. Donc, on va vous faire une présentation globale et rapide donc, de notre projet. Donc, c'est un projet, bien entendu, important, de par sa situation qui est en centre-bourg. Alors il est vrai, on évoquait tout à l'heure le sujet de la zone URM, qui est une zone de densification douce, on va dire, des centres-bourgs, et on est typiquement dans cette zone qui longe l'avenue de la République, qui bénéficie donc d'une bande constructible pour des volumétries en discontinuité, des gabarits assez modérés, et qui fait la part belle à la préservation des grands arbres et du paysage. Donc la logique de proximité entre ce grand foncier déjà occupé par un service, puisque c'était une ancienne clinique, à proximité de l'hypercentre-bourg de la mairie, nous ont conforté et incité à développer un programme et de logement collectif, petits logements collectifs en petite résidence, et un programme de résidence senior qui amène un nouveau service d'habitat sur la commune. Donc on est bien conscient des enjeux naturels, urbains, réglementaires de ce site. C'est pour ça qu'on s'est entouré d'une équipe étoffée, disons, pour réussir à répondre à tous ces enjeux. Aujourd'hui, ce site il est à la fois bordé par une avenue côté est, un terrain qui est en léger surplomb par rapport à cette avenue, donc finalement assez discret par rapport à la rue. On ne se rend pas trop compte de ce qui se passe dans le terrain depuis la voie publique. Et ensuite, une ouverture sur le grand paysage du Vallon, avec une déclivité naturelle qui ouvre la vue vers le Grand Ouest. La clinique elle-même est aujourd'hui assez discrète, puisqu'elle est située en fond de parcelle par rapport à la rue, et elle est protégée par des grands arbres qui sont classés, espaces boisés classés, donc c'est un terme du PLU, qui fait qu'on est obligé non seulement de conserver et de valoriser ces arbres, mais également de ne même pas créer de voirie ou de les modifier en quoi que ce soit. Donc notre projet utilise les accès existants, autant celui qui donne sur la partie haute que côté ruette à balai, et on n'a pas de nouveaux accès véhicules à créer dans l'opération. Aujourd'hui, on a quelques maisons qui bordent l'avenue de la République et le cœur du projet, et on va s'implanter dans les clairières qui sont préservées et qui existent aujourd'hui, tout en préservant l'ensemble des arbres. Voilà donc la proposition de notre plan d'ensemble. Alors, on voit, on comprend l'échelle des projets avec 4 petits immeubles qui sont des plots, en quelque sorte, qui ponctuent le site côté République et un petit peu dans une clairière au centre de l'opération. Et puis la résidence senior qui est organisée en 3 barrettes. Ces 3 barrettes qui sont R+1, plus attique, avec des formes orientées. Ces 3 barrettes sont réunies par un même corps en R+1 qui permet aux habitants de ne pas sortir à l'extérieur pour aller de leur logement aux services qui sont offerts au rez-de-chaussée, puisqu'une résidence Ovelia comprend une partie habitat et une partie service avec le hall d'accueil, le restaurant, une petite piscine, notamment pour adapter à l'ergothérapie, et des lieux de convivialité. Donc c'est un bâtiment qui fonctionne comme un ensemble. C'est un même bâtiment qui se déroule face au grand paysage, et la logique de peigne nous permet de préserver des transparences est-ouest avec les grands arbres qui sont visibles de part et d'autre en vue lointaine. On verra des visuels sur le fait que le bâtiment il est vraiment dans la canopée, la silhouette ne dépasse pas celle des grands arbres. Donc la réglementation nous incite à implanter les bâtiments côté République très près de l'alignement, carrément à l'alignement, mais par contre avec des discontinuités entre eux. Ça fait qu'on a des petites résidences qui sont entre 10, 13, 15 logements, donc c'est vraiment le petit immeuble de centre-bourg, avec de belles transparences qui vont être paysagées entre eux. Donc on avait l'idée de prolonger la strate arborée
qui est classé boisé au centre pour l'amener jusqu'à la République par ses transparences et avoir des petits immeubles en plot. L'intérêt d'une forme en plot, c'est que toutes les façades sont ouvertes et importantes. On n'a pas façade arrière, façade avant. Hein, c'est que des belles façades et des belles vues. Et ici, l'environnement, il fait qu'il n'y a pas de mauvaise exposition. Alors effectivement, on a préservé un retrait sur la République et également au début de la ruette à balai. Ce retrait, il va permettre de faciliter la circulation, comme nous disions, et également d'améliorer, je dirais, le rapport entre les immeubles, la circulation et la rue. Alors, le projet d'aménagement du retrait n'est pas complètement arrêté. On a fait une perspective qu'on va vous montrer qui illustre ce que ça pourrait être. L'architecture, elle est globalement contemporaine, je dirais, dans son détail, et par contre, assez classique dans ses volumes. C'est-à-dire qu'effectivement, un petit immeuble comme celui-là, il est à l'échelle d'une maison de ville de centre-bourg, d'un petit immeuble qu'on retrouve le long des rues de Saint-Didier. Donc voilà, par exemple, ici, on reconnaît le poste transformateur qui existe déjà en partie haute du site. Pour l'instant, nous ne pouvons pas le bouger, donc on l'a laissé ici. Et à partir de l'accès existant, on a donc ce premier petit plot d'immeuble qui apparaît, avec une surlargeur du trottoir qui serait d'environ 3 mètres, 3 mètres 50. Alors là, on a proposé de mettre, par exemple, un petit massif planté de graminées qui protège le piéton de la voie, qui également agrémente quand même l'entrée de ville, parce que c'est un secteur où on arrive dans le centre-bourg, c'est une entrée et une sortie. Et de l'autre côté, la possibilité d'aménager la piste cyclable. L'immeuble en lui-même, donc il est découpé à nouveau en petits blocs, de manière à éviter tout effet de grande barre hors de propos, et il est coiffé par l'attique, c'est-à-dire un étage en retrait qui offre de belles terrasses tout autour sur le paysage et au logement du dernier niveau. On a joué sur la pente avec une accroche qui bouge, qui varie selon le cheminement dans la pente, et on voit apparaître des transparences avec un arbre, avec la vision du parc, un socle qu'on voudrait habiller en pierre dorée, avec des effets d'accroche au sol qui sont gradués. On reconnaît au loin la grande bâtisse qui est notre mitoyen sur la ruette à balai. On se rend compte de l'échelle, puisqu'elle est effectivement plus haute que notre projet. Et je dirais que notre gabarit, il est parfaitement intégré dans la silhouette des arbres et du paysage du centre-bourg. Alors ça, c'est une proposition d'élargissement un petit peu du carrefour avec la ruette à balai. L'idée, c'est de sécuriser quand même ce qui est aujourd'hui très étroit et un petit peu peut-être accidentogène, et de dédier la ruette à balai vraiment à la desserte privée, on va dire, des résidences anciennes et nouvelles, et au mode de déplacement doux. C'est-à-dire que notre volonté et notre compréhension du site, c'était vraiment de dire cet axe ruette à balai, c'est une chance de réaliser un cordon mode doux piéton-vélo qui peut aller jusqu'au vallon de Favry. Donc c'est quelque chose qui peut être un raccourci piéton très intéressant pour développer, y compris d'autres projets qui peuvent voir le jour. Et en tout cas, ça mérite un traitement de grande qualité, puisqu'après on a le porche, on a la descente jusqu'au vallon. Voilà, donc l'architecture, elle est simple, des baies plutôt verticales, des matériaux de qualité, des retraits qui font que les hauteurs, on ne les perçoit pas, et des césures régulières. Donc on est typiquement dans une expression souhaitée par le zonage URM, c'est des plots en discontinuité. Là on est toujours dans la ruette à balai avec l'entrée, une entrée piétonne qui peut desservir le cœur de la parcelle et de la résidence, et des retraits plantés comme celui-là qui font une transition douce entre le logement et l'espace public. Donc là on est dans un esprit, je dirais presque de maison contemporaine plus que d'immeuble. On joue sur des volumes, sur des décrochés, les garde-corps soulignent des failles, on a un jeu de volumétrie qui est vraiment assez diversifié et qui évite tout gigantisme. Alors ça, c'est une vue un peu théorique, une vue d'oiseau, je dirais, qui est dans le parc. On voit au loin le vallon et on se rend compte de l'échelle de cette première aile de la résidence qui est à la place de la clinique actuelle finalement, qui sera moins haute d'ailleurs que la clinique telle qu'elle était. Et donc ces peignes, que j'appelle les barrettes en peigne, qui ponctuent ce paysage, avec l'arrivée ici en partie haute de la résidence, et puis le cœur qui est juste derrière les arbres, mais qu'on ne verra pas finalement, tellement on a des masques arborés
et côté vallon, et côté terrain parc. Donc, voilà. Alors là, c'est encore une vue d'oiseau, vue du vallon. Donc, on se rend compte que cette première balme naturelle, elle sera préservée. On a déjà des arbres qui sont d'ailleurs en dehors de notre terrain, qui vont préserver et qui vont aussi créer des transitions entre le bâtiment et les grandes vues lointaines. Et là, on se rend compte de l'harmonie des échelles avec la résidence senior et ses balcons qui ouvrent sur le grand paysage, des failles qui seront très végétalisées, le rapport à la pente, les vues lointaines avec l'immeuble qui est en contrebas, qui finalement disparaît dans la pente. Donc on a quelque chose de très ambiance de parc, moi j'appelle ça de l'architecture de parc, où les gens profitent de la canopée et où l'architecture se fait discrète finalement. Alors, je passe la parole à l'agence MRP qui effectivement nous accompagne sur le paysage. Je dirais il y a deux sortes de paysages, c'est vraiment la valorisation du parc et après il y a tout le détail qu'on doit apporter au pied d'immeuble et ça c'est aussi important, c'est qu'il y a vraiment plusieurs échelles à traiter. Bonjour à tous. Et donc, comme Franck le disait, effectivement, sur cet espace de parc, on a un espace boisé classé que vous voyez qui est délimité en vert. Et donc, on souhaite étirer l'espace boisé classé au sud jusqu'à la rue de la République. Voilà. Donc, on a voulu aussi travailler en espace, en usage, offrir des usages différents et donc des aménagements paysagers différents. On a ici notre entrée principale qui va être un petit peu minéralisée puisque forcément on est obligé de suivre cette circulation qui existe, qui fait partie de l'EBC et donc on est contraint de conserver cette circulation, c'est réglementaire. On a un jeu de nivellement puisqu'on a une partie haute aujourd'hui et une partie plus basse qui mène vers le vallon. Donc on a voulu travailler aussi un petit peu ces deux espaces haut et bas. Donc on a notre espace circulé, véhiculé en haut, et au sud, on a un espace que piétonnier. Et donc on a un jeu de rampe, une circulation piétonne qui circule en fait dans le talus, dans un talus boisé, paysager, qui va en fait mener vers la résidence senior. Donc tout cet espace va permettre d'être piéton et donc de permettre aux usagers de la résidence vraiment d'avoir un espace de terrasse, végétalisé, avec même un espace de jardin sensoriel, des plantes aromatiques, vraiment une proximité comme un jardin personnalisé. Enfin. Juste pour compléter sur la voirie de circulation, on utilise exactement la voirie existante. La chance, entre guillemets, c'est que cette voirie qui rentrait dans le parc faisait déjà une boucle, donc on n'a pas besoin de faire une aire de retournement, de faire plus d'enrobés. On a exactement l'empreinte de cette voie qui est préservée et qui est maintenue dans le fonctionnement de l'ensemble. Et les parkings seront bien sûr en sous-sol. Donc tout le stationnement est en sous-sol, on a seulement 5 places visiteurs ici, qui donc est dissocié, des pauses minutes, voilà, qui est dissocié de notre espace piéton ici. Ensuite, on a nos bâtiments de logement. Donc le bâtiment D, il va être un petit peu du coup en hauteur par rapport à la résidence senior et au jardin privé de la résidence senior, et qui va être en fait entouré complètement par cet espace boisé qu'on va venir étirer. Donc en fait, l'espace des chaque logement va avoir vraiment sa zone végétalisée, boisée. On est parti sur une strate multistrate, donc vraiment que ce soit de l'herbacée, de l'arbustif et ensuite toute notre canopée arborée, qui fait qu'on est vraiment au sein du parc. On vient vraiment prolonger le parc jusqu'au pied des bâtiments et des logements. Donc, quelques bâtiments vont avoir quelques logements de rez-de-chaussée vont avoir des petits jardins privés qui seront en fait au centre du parc. Voilà, en gros on est vraiment sur la valorisation du parc et de l'EBC pour essayer, comme le disait Franck, vraiment d'intégrer nos bâtiments dans ce parc. C'est vraiment en fait l'espace paysager qui vient en fait se mouvoir dans l'architecture qu'on vient implanter discrètement dans un espace qui est déjà existant, qui a déjà un potentiel paysager fort. Bonsoir.
Donc, les résidences Auvelia, en quelques mots, parce que je crois que le temps nous est compté, ce sont avant tout des résidences services seniors à destination des seniors autonomes qui évoluent autour de cette implantation. Alors, ce sont avant tout des espaces dédiés au bien-être qui vont être composés, pour exemple, d'une piscine, de couvertes chauffées, d'un salon de coiffure, d'espaces de détente comme des salons, un espace multimédia qui vont favoriser la rencontre entre les résidents, les échanges et faire en sorte de maintenir un lien social qui est si important quand on avance dans l'âge. Ce sont aussi des appartements particulièrement adaptés qui ont été conçus pour faciliter la vie au quotidien, des espaces qui sont entièrement meublés, cuisine et salle de bain équipées et complètement adaptés à l'avancée dans l'âge. Des appartements décorés, mais qui laissent aussi place à la personnalisation. Un résident peut tout à fait arriver avec ses meubles. Bien sûr, on lui demandera de ne pas décrocher la cuisine et de laisser la salle de bain en place, mais clairement, des meubles lui sont proposés, il peut tout à fait, selon son bon vouloir, le personnaliser. C'est un espace de vie qui est sécurisé également, puisque chaque appartement est équipé d'une téléassistance médicale qui va permettre, en cas de problème, de déclencher une intervention d'urgence. Un double appel est émis également, puisqu'une résidence Auvelia, c'est aussi du personnel H24 qui va pouvoir, comme une personne de l'entourage, avec beaucoup de bienveillance, participer à l'intervention quand cela est nécessaire. C'est quelque chose qui est très très rassurant pour le résident, mais pour sa famille aussi. Un lieu de vie entièrement sécurisé, où on a aussi contrôlé les accès, etc. Une résidence Auvelia, et celle-ci en particulier, c'est aussi un espace où il fait bon vivre, où on va laisser une large place aux espaces verts, je crois qu'on vous l'a bien décrit, et où des balcons ou terrasses viendront enrichir ce logement. Des appartements qui vont du T1 au T3, la plus petite surface fera environ 30 mètres carrés, la plus grande fera environ 60 mètres carrés, un T3 avec 2 chambres. Enfin, on parle de résidence-service, donc en plus d'un hébergement et d'un logement adapté, on parle bien d'un logement, ce ne sont pas des chambres médicalisées, d'ailleurs la résidence n'est pas médicalisée du tout. On a une palette complète de services qui va être mise à la disposition des services au travers des équipements de la résidence, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi d'une équipe de professionnels composée d'auxiliaires de vie, de femmes de ménage, etc., qui vont permettre aux résidents qui le souhaitent d'être assistés dans les gestes du quotidien. On va avoir des prestations qui sont comprises dans les services de base et une multitude de services à la carte qui seront consommés en fonction des besoins et des envies. Je crois qu'on va laisser une large place aux questions-réponses. C'est une présentation qui se veut très succincte, très rapide, mais je pense que ça nous permettra de laisser un peu de temps aux questions-réponses. Donc juste en résumé, une résidence-service, des logements adaptés et de multiples prestations qui sont consommées à la carte. J'ai oublié de vous parler du restaurant, c'est quand même un élément essentiel dans la résidence, c'est un lieu de rencontre au quotidien. Il peut être consommé en pension complète, en demi-pension ou de façon ponctuelle. Il est ouvert aux invités des résidents et aux seniors de la commune. Et c'est une prestation qui se veut extrêmement qualitative, puisqu'un restaurant, le restaurant est équipé d'une cuisine professionnelle avec une équipe complète, chef, commis et serveur. Voilà. On peut également préciser que nous avons d'autres résidences, bien sûr, dans la région, dont les portes sont ouvertes, bien entendu, si vous souhaitez les visiter. En l'occurrence, la plus proche se situe à Tassin, la demi-lune, dans un environnement très comparable, proche des commerces, en cœur de ville. Bien, merci. Ce que je propose éventuellement, c'est on va prendre une ou deux questions. Ensuite, parce que si on veut tenir un timing qui commence déjà un peu débordé, et par contre les personnes seront à la fin, s'il y en a qui veulent poser des questions individuelles, il n'y a pas de souci, mais qu'on tienne à peu près notre timing. Alors qui veut poser une première question?
Vous parlez fort ou je vous amène le micro? Bon, je parle fort. Juste sur la résidence senior, s'agissant d'un prestataire privé, est-ce que les logements construits rentrent dans le quota de logements sociaux que doit construire la commune? Je sais que certaines résidences seniors rentrent dans ce quota-là. Oui. Oui, bien sûr. Le pourcentage de logements sociaux qu'on doit sur notre terrain représente 30% de la surface que l'on crée. Et les appartements qui sont réalisés dans la résidence comptent aussi dans les logements, enfin la surface qu'on doit compter. C'est du logement, donc en fait ça constitue vraiment la résidence principale de la personne qui l'occupe, au même titre qu'un logement traditionnel, si ce n'est que vous avez du service autour. Vous êtes vraiment sur le statut de l'habitation et donc ce sont exactement les mêmes règles d'urbanisme qui s'appliquent. Moi, je précise parce que je sens le sens de la question. La résidence Ovelia, c'est-à-dire les appartements d'Ovelia, ne sont pas des logements sociaux. Les 30% de logements sociaux sont réalisés sur les plots qui sont faits autour. Donc, voilà, parce que je pense que c'était le sens de la question. C'était le sens de la question, c'est pour ça que je me permets de préciser. Bien allumé. C'est une accession ou est-ce que c'est de la location? Alors, oui, je vais répondre. C'est exclusivement de la location. Ce sont des appartements proposés à la location. La précision quand même, ce sont des appartements qui vont être vendus au lot à des propriétaires investisseurs. Ovelia prendra à bail le bâtiment dans son ensemble, ce compris l'intégralité des logements, et proposera ces logements à la location, effectivement. Une autre question? Oui, moi. Dans la région senior, oui. La région senior, il y aura combien de résidents pour résidence senior? Alors, aujourd'hui, donc le bâtiment va comprendre 108 logements. Du studio jusqu'aux 3 pièces, on aura une majorité de T2, c'est-à-dire de l'appartement avec une chambre séparée. Nous aurons quelques studios et quelques T3, une quinzaine de T3. Généralement, ce sont des appartements occupés par des personnes seules, mais on a quand même de plus en plus de couples qui emménagent dans nos résidences. Donc on peut considérer qu'on sera autour d'une centaine, 100 à 120 résidents. Est-ce qu'il y a une copropriété dans le système? Je sais pas, on n'a pas... Excusez-moi. Est-ce qu'il y a une copropriété vu le nombre de propriétaires qui vont acheter et investir? C'est un bâtiment qui est régi par le statut de la copropriété, effectivement. Vous avez des propriétaires qui achètent les appartements séparément et des parties communes qui sont régies par un syndic. Nous administrons... La dernière question de monsieur. Quand on connaît le trafic matin et soir sur les gens qui arrivent à Val-de-Saône, qui viennent de l'autre côté Tramayel-Vicline, le trafic il est déjà considérable avec des gens qui roulent très vite, notamment à la descente. D'accord. C'est la nature. Là, on parle quand même de 100 logements de visiteurs, puisque ce sont des personnes âgées qui n'ont pas forcément de voiture, mais qui vont avoir des visites, du personnel qui travaille, qui prend les transports en commun. On voit qu'il y a une augmentation considérable pour une voirie qui n'est pas du tout modifiée. Alors, je comprends. Une réponse rapide. C'est la raison pour laquelle, c'est un projet sur lequel on a un élargissement de la voirie pour que la part à la circulation et au mode doux, à la sécurisation des piétons évolue forte. Donc oui, donc ça c'est un souci qui est intégré. Ensuite, on est sur une volonté aussi d'avoir ces résidences seniors pour être avec une population qui va être peut-être aussi, qui sera pas, qui aura peut-être un décalage par rapport aux horaires. Ça ne va pas amener des écoles le matin à 8h30 pour tout le monde. Donc on va avoir une certaine fluidité. Oui, à partir du moment où l'on construit, où on fait du logement, on augmente la densité et la circulation. Donc oui. Par contre, il y a une prise en compte de ces problématiques à la fois au niveau de la nature du projet et des aménagements qui sont faits. Et on a beaucoup insisté, je l'ai dit en entrée, je le répète, et je remercie les promoteurs de nous entendre sur ce sujet en acceptant de concéder du terrain et donc du droit à construire pour améliorer la circulation, ce que la métropole aujourd'hui ne veut pas acheter. Donc moi je les remercie et c'est un vrai souci
et nous l'intégrons dans nos raisonnements. S'il vous plaît, combien avez-vous prévu de parking visiteurs pour cet ensemble? Alors, on répondra, je ne sais pas complètement arrêté, mais on a grandement, il y a une douzaine de places extérieures, parce qu'on peut avoir un peu de service de visiteurs, et on a aujourd'hui une volumétrie qui est très importante au niveau des parkings couverts, puisqu'on est à 165 stations. Hein? Oui, par rapport à la réglementation. Par rapport à la réglementation, on est nettement supérieur à la réglementation sur le sujet. Si je peux me permettre, la réalité, le recul que l'on a par rapport aux besoins en stationnement de nos résidents, c'est un stationnement pour 4 logements. Ce que je propose, parce que on a d'autres thèmes. Attendez, on refera une réunion. Non mais Régis, on refera une réunion. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Oui, oui. J'ai sursauté, monsieur, parce que vous avez dit on fera des parkings en souterrain. Oui. Alors ma question, est-ce que la trame verte, qui est classée en CPT, coefficient de pleine terre, permet ou pas l'élaboration d'un parking souterrain? Je ne pense pas, parce que dans la notion de CPT, de coefficient de pleine terre, vous le savez sans doute mieux que moi, il y a une verticalité et une horizontalité, n'est-ce pas, dans le maintien de la terre. Il faut parler d'autre chose. Monsieur, non mais c'est essentiel, vous avez tout à fait raison, Régis. D'ailleurs, le dossier est à l'instruction. Nous avons l'obligation au niveau du PLUH de respecter. Donc on ne va pas rentrer dans le détail de l'opération, si vous le voulez bien, ce soir. Les personnes sont à votre disposition à la fin. L'objectif de ce soir, c'est de donner les grandes lignes des grands projets. On refera à l'automne, une fois que le permis sera complètement validé, on proposera une réunion spécifique qui durera 1h30 sur le sujet si vous le souhaitez. Mais là, je pense qu'il faut que l'on avance. Mais par contre, on entend votre question qui est légitime. Oui. Et de toute façon, les sous-sols, quand ils sont souterrains, on les fait plomber sous les bâtiments. On ne va pas s'étendre sous la partie de pleine terre et ne compte dans la pleine terre que de la pleine terre. C'est-à-dire que ce qui est construit en dessous ne compte pas. Et là, on est à plus de 40% de la parcelle en pleine terre. Le projet, tel qu'il a été présenté, est validé. C'est la réponse que j'attends. Oui, mais attendez, ce que je dis au départ... Non mais, Régis, au début, je vous ai dit que le produit, il était en cours d'instruction, qu'il était suffisamment avancé pour aller au bout de son raisonnement, et que les services d'instruction métropolitains et communaux ont pris en compte tous les grands paramètres, et que ce qui reste à valider, ce sont des détails d'architecture, de positionnement, mais ces grands principes ont déjà été traités. Donc soyez tous rassurés par rapport à ça. Le projet proposé respecte les règles du PLUH, sinon il ne sera pas accepté. Juste pour conclure, donc la préoccupation environnementale paysagère est très importante et on a travaillé effectivement avec Madame le maire, Monsieur Verdillon, les équipes, on les remercie, et on est bien au-delà de ce qui est demandé par la réglementation. Donc on a un terrain qui fait 13 000 m², on a 6 000 m² de pleine terre, là où normalement la réglementation demandait 3 600. Pareil sur le stationnement, on est au-delà, donc voilà, il y a un travail important de fait avec les équipes, on remercie. C'est la règle de l'étude de cadrage que j'ai présentée tout à l'heure, on ne peut pas sauvegarder. Voilà. Merci. Je comprends la frustration. N'ayez pas de crainte, nous reproposerons une réunion spécifique sur ce projet dès qu'il sera sur le planning, sur le plan de développement de ces travaux. Merci maintenant à l'équipe de Bouygues Immobilier de venir nous parler de leur projet Castellar-Vieux-Bourg. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Alors, nous, on est un tout petit promoteur, on n'est pas beaucoup. Hein. Il y a des gens qui font des signes là-haut. Ah, c'était pas pour moi, je croyais que c'était pour moi. C'est très gentil. Donc nous, effectivement, donc je représente la société Bouygues Immobilier. Je m'appelle Hervé Pilastre et je suis directeur de programme. Je suis donc en charge du développement et de la gestion de l'organisation de ce petit bijou qu'on va vous concocter à l'angle donc de la rue Castellar et du chemin du Vieux-Bourg, juste derrière ce splendide gymnase. Alors, donc, comme vous l'a dit Monsieur Verdillon, on a un permis de construire qui est en cours d'instruction. Et nous avons élaboré ce projet avec Mathilde Coupé, architecte, pour l'atelier 2M, ainsi que BDP, notre fidèle compagnon de tout ce qui est affaires paysagères. Voilà, et je vais tout de suite donner la parole à l'architecte qui est la créatrice de cette petite merveille.
Bonsoir à tous. Donc, voilà, ouais. Donc notre terrain est donc situé à l'angle chemin du Vieux-Bourg et la rue du Castellar, donc actuellement au numéro 23 de la rue du Castellar, occupé par une maison individuelle en face du collège Froment, donc voilà, juste ici. Donc c'est vraiment un beau terrain. Donc c'est vraiment un beau terrain avec des arbres remarquables qui sont, qu'on peut voir depuis très loin. Donc je laisserai après la parole à Thomas. Donc on a des cèdres de l'Himalaya sur le terrain, des cèdres de l'Atlas, des cèdres bleus, donc beaucoup de cèdres. Il y a aussi des sapins, des pins, des cerisiers. Donc tous ces arbres seront conservés. Bonsoir à tous. Effectivement, en fait, c'est un terrain qui est très arboré aujourd'hui, donc avec une zone qui est également répertoriée au PLUH sur la partie nord en espace végétalisé à valoriser. Et sur ce terrain, en fait, on a essentiellement en fait des résineux sur la partie nord, donc qui sont classés, et sur la partie sud qui ne sont pas classés. On en a d'autres sur la partie est aussi, mais qui ont été élagués quand même assez sévèrement, du coup, qui ont on va dire une longévité un petit peu compromise. Voilà. Mais donc le but de l'opération, c'est effectivement de valoriser tous ces végétaux et d'intégrer le bâtiment au mieux à l'intérieur. Donc il y a également aussi un travail de mise en valeur de ces arbres qui sera effectué, notamment la nuit. Ils seront en partie éclairés, bon, pas toute la nuit justement, pour ne pas déranger les riverains ni les petits animaux nocturnes. Donc si on peut revenir juste avant. Ou encore avant, ouais. C'est l'avant Mongolie. Voilà, donc la particularité aussi de ce terrain, c'est qu'il est encerclé de murs en pierre. La partie sud, donc tout le long du chemin du Vieux-Bourg, le mur sera conservé, bien évidemment, puisque ça permet également de tenir le terrain. Le long de la rue du Castellar, le mur sera démoli. Il sera démoli, mais reconstruit, afin d'élargir le trottoir. Puisqu'actuellement, il est pincé sur un bout. Et le midi, c'est un peu compliqué pour les écoliers là, pour aller à la cantine. Donc il sera vraiment élargi, il fera 2 mètres sur toute sa longueur. Au niveau des accès, les accès seront conservés. Donc en bas, ce sera l'accès voiture au terrain. Et l'accès actuellement sur le terrain piéton sera également conservé. Ce sera l'accès de la résidence. Donc ça, c'est une vue du projet, donc c'est la façade du projet. Donc c'est vrai que, donc ça, c'est la façade d'Hypermille, donc au sud. Donc c'est un bâtiment qui est en R+2 surmonté d'un attique. Les bâtiments comportent 25 logements. Voilà, donc 25 logements sont répartis dans ce bâtiment. Donc là, c'est un seul bâtiment, mais on a une grande faille au centre qui permet d'éclairer naturellement toutes les circulations intérieures du projet. Donc là, on voit en bas à droite, ce sera l'accès voiture. Donc on aura 47 places de stationnement pour 25 logements. À gauche, l'accès piéton, qui est sensiblement au même endroit qu'actuellement. Donc le piéton rentre sur le terrain, longe les beaux arbres au nord du projet, et ensuite rentre par un hall double hauteur et traversant, qui permet aussi de voir toute la végétation au sud du projet. Oui. Ensuite, on a donc tous les logements ont été évidemment travaillés dans un souci de qualité et de fonctionnalité. Tous les logements présentent des espaces extérieurs, jardins, balcons ou terrasses. On retrouve également des matériaux de qualité. Donc on aura de la pierre de Parement. On a des menuiseries en aluminium aussi. Voilà. Ça, c'est la fameuse faille dont on parlait tout à l'heure. Donc des grandes baies vitrées qui permettent d'éclairer les parties communes. De la pierre au centre, on a aussi de la pierre sur l'arrière. Les garde-corps seront vitrés. Et ensuite, le dernier étage, donc le R+2, présente seulement 2 appartements, donc un de part et d'autre de la faille. Donc là, on a dessiné des appartements vraiment qualitatifs, exceptionnels. Donc un de 146 mètres carrés, l'autre de 164 mètres carrés, doté d'un patio central. Donc c'est des appartements avec un patio sur lequel on peut faire le tour du patio. Donc ça permet une meilleure ventilation, des terrasses ombragées. Donc chaque appartement a également des grandes terrasses, environ 110 mètres carrés de terrasse chacun. Et une vue du coup à 180 degrés aux alentours sur les monts.
Je vous expliquerai un petit peu après. On va continuer sur la partie création avec l'aspect paysager, peut-être Thomas, sur l'aménagement. Je vous en dirai un petit peu plus sur le produit lui-même, qui, comme vous l'avez compris, en fait, on passe d'une grosse maison bourgeoise à une un peu plus grosse maison bourgeoise. Donc en termes d'aménagement paysager, donc outre le fait qu'on requalifie et qu'on remet en valeur en fait la végétation existante, qu'on peut ici distinguer sur la partie nord, sur la partie sud, ce sont les grands arbres qu'on voit vraiment depuis l'extérieur du projet. L'idée c'est de travailler avec cette faille en fait qui vient entre les deux bâtiments, de travailler avec ce hall d'entrée, d'avoir vraiment un jeu de matériaux intérieur-extérieur. On va travailler aussi avec de la pierre au sol comme on aura sur les façades. Et puis un accompagnement végétal qui va donner la perspective, ouvrir la perspective en fait sur les cèdres qui sont au sud, mais aussi sur le château qui est en arrière-plan. On aura en fait des jardins en rez-de-chaussée qui seront assez vastes et qui seront intimisés par des épaisseurs en fait végétales variables, mais en tout cas on ne sera pas sur un rythme de haies traditionnel, on est vraiment sur quelque chose de travaillé sur plusieurs strates, sur plusieurs épaisseurs. Et puis, en partie nord, en fait, on retrouve en fait, le prolongement du travail qui a été fait dans la faille pour arriver sur un petit salon de lecture, en fait, un espèce de belvédère qui ouvrira encore plus, en tout cas qui mettra plutôt à disposition un espace de détente pour les résidents, et puis la petite promenade qui pourra se faire sous les arbres existants, qui seront eux aussi complétés, bien entendu, parce que l'idée c'est de revégétaliser au maximum. Et puis, petite parenthèse, du coup, sur ce ténement, on arrive à plus de 40% de pleine terre. Le sous-sol ne déborde quasiment pas, en fait, de l'opération. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le paysage. Merci. Donc, voilà, donc ce projet a été vraiment imaginé et conçu dans un esprit Mont d'Or. On est sur de l'appartement haut de gamme, c'est tous des très belles surfaces, des très belles prestations. Il y a de la pierre, il y a du verre, il y a de l'aluminium. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de très désidérien dans l'esprit de la conception, et notamment les deux appartements en haut, qui sont deux appartements qui sont exceptionnels. Le stationnement, vous l'aurez compris, est également une préoccupation, puisque dans un endroit où on ne peut pas beaucoup se garer, donc il n'est pas question qu'il y ait des voitures qui soient à l'extérieur. Pour les logements en accession directe, il y a minimum 2 places de stationnement par appartement. Voilà. Il y aura même la possibilité pour certains d'en avoir 3. Ici, nous aurons un étage avec la partie sociale de l'opération, pour laquelle nous sommes actuellement en train de mener des approches pour que ce soit les militaires de la base du Montou qui puissent venir bénéficier de ces logements. Le mur est entièrement reconstitué. Le jardin, encore une fois, sera traité avec beaucoup d'égards. On a travaillé très étroitement avec les services de la métropole sur la conservation de ces arbres, qui seront d'ailleurs, pour éviter tout souci, par la suite classés en EBC, de manière à ce qu'ils ne puissent pas être touchés. Donc on vous garantit que ce mur végétal sera en place, valorisé, tel un signal fort de l'entrée dans Saint-Didier quand on arrive de Champagne. Voilà. On aura 25 logements en tout, dont 17 en accession. Nous mettons en vente à partir du 15 septembre. Voilà. On est à votre disposition. Que vous dire de plus, si ce n'est qu'après, pendant le chantier, avec la proximité de Fromente, bien évidemment, on les a rencontrés, on travaille avec eux main dans la main pour qu'il y ait le moins de perturbations possible. Autrement dit, on aura un chantier qui ne tournera pas au moment où les scolaires, enfin il n'y aura pas de livraison, en tout cas au moment des entrées et sorties des écoles. La zone de livraison sera hors du domaine public, elle sera sur notre terrain, donc pas de soucis de circulation, en tout cas un minimum de soucis de circulation. Il faudra quand même que les véhicules accèdent jusqu'aux livraisons, et on sera parti pour 20 mois de chantier à peu près, dont 6 à 8 de grosses œuvres, et qui, si ça se passe comme on le souhaite, se dérouleront pendant l'hiver. Donc pas trop de dérangement. Dernière petite fioriture, l'aire de présentation protégée des ordures ménagères. Donc il n'y aura pas de poubelle sur les trottoirs. Tout ça sera joliment caché derrière un petit mur de pierre. Voilà. Eh bien, si vous avez des questions. Merci. Des questions? Il y en a partout. Monsieur. Il faudrait connaître le sens de circulation des voitures.
Alors, le sens de circulation, là, vous avez bien fait de poser cette question. En fait, le projet est de revenir à l'ancien sens de circulation. Donc, du coup, on va l'entrée aujourd'hui de la résidence se fera par l'accès a priori actuel, et donc on va réinverser le sens de circulation qui semblait effectivement une demande. Donc, c'est en cours. Ça se fait avec les services de la métropole. L'arrêté est en cours de signature et ça devrait être effectif début à la rentrée, quoi. Voilà, il est parti, donc ça va se faire dans l'été tranquillement. Et normalement, à la rentrée scolaire, on sera revenu dans l'ancien sens. Une autre question? Oui? Il y a bien un autre projet de l'autre côté de la rue aussi? Pas du tout. Sur le terrain, le grand terrain devant, il n'y a pas de projet pour l'instant. Ce terrain appartient à des propriétaires qui ne sont pas vendeurs. Alors à ce propos, si vous avez des terrains à vendre, hein, bien évidemment. Non, nous sommes tout oui. Une autre question? Avec les 41 000 m² de SDP, il va falloir les développer. Hein. Parce que j'ai dû demander les autorisations. Alors, on n'est pas dans le périmètre ABF sur ce terrain-là. Bon, voilà. La proximité de la tour de Provence. Ben oui. Mais ceci dit, on a quand même pris la peine d'élaborer ce projet en concertation avec le fait qu'on s'harmonise de par les matériaux des revêtements, de murs, des toitures, qu'on soit vraiment dans l'harmonie, centre-village, Mont-d'Or, Pierre Dorée, voilà. Mais par contre, oui, on est juste en limite du périmètre ABF, on n'est pas dans le périmètre ABF lui-même. Une autre question, une dernière? Pierre Dorée, vous avez dit le mot, est-ce que ce mur sera en pierre dorée? Alors, j'ai dit pierre dorée, je m'excuse, c'était pierre déjà. Honnêtement, aujourd'hui, on se laisse la possibilité de faire pas forcément de la pierre dorée, ça sera de la pierre, ça c'est sûr, pas forcément dorée. Voilà. Là encore, hein, j'insiste moi, mais là, on avait une grosse difficulté sur ce tellement, puisqu'en fait, on avait un problème d'accès et l'étroitesse, etc. Et donc là, je remercie encore une fois nos promoteurs dans la discussion, puisqu'ils tombent un mur, ils remontent un mur, et donc on aura un trottoir qui va venir s'aligner de 2 mètres sur toute la longueur. Je prends une dernière question, et puis après, ils seront à votre disposition à la fin. En parlant de trottoir, justement, qu'en est-il du trottoir qui descend vers la rue de la Chèvre, puisqu'aujourd'hui, il y a une piste cyclable qui est à angle mort le long de cette entrée D'accord. sud. Qu'en est-il par rapport à votre projet? Est-ce que vous élargissez également Non. Là, on ne joue l'élargissement que sur la rue du Castellar. Le reste, a priori, le mur existant reste. Donc après, s'il y a des aménagements et des adaptations à faire, on est prêt à entendre et demander à la métropole. Et dans le cadre du projet, tout le mur Vieux-Bourg n'est pas touché. En fait, si on vient supprimer le mur chemin du Vieux-Bourg, du coup, on fait tomber les arbres existants. Et nous ne voudrions pas cela. Oui. On garde quasiment tous les arbres. Bien que ça ait l'air un peu surprenant, on ne prend pas tellement plus de place que la maison actuelle au sol, en fait. On mange un petit peu sur le jardin, mais on garde tout ce qui est arbre qui a un peu de gueule, on les garde parce que d'abord ça amène un vrai cachet à la résidence. Bon, et puis ça amène de l'intimité aussi. On pense à la fois à ceux qui seront dedans, à ceux qui la verront du dehors. Et on a toujours considéré que cet angle avec ces arbres était un signe fort de l'entrée de Saint-Didier, qu'on traitera avec beaucoup, non seulement de respect, mais d'envie, d'élégance. Encore une fois, on va mettre un vrai travail, on fera travailler un bureau d'études spécialisé en illumination, éclairage, pour que ça soit vraiment fait bien et dans le respect de la consommation énergétique, bien évidemment. Allez, une dernière question peut-être. Le dessin que vous avez représenté là, oui. Est-ce que vous avez été sur place? Parce que les 2 arbres qui sont là n'existent pas. Je vous assure qu'ils existent, monsieur. C'est un dessin d'artiste. Non, je vous assure qu'ils sont là. On a été les voir avec les parcs et jardins de la métropole, je vous assure qu'ils sont là.
J'ai rien à dire à voir en sortant. Mais enfin, en tout cas, moi j'étais présent à une réunion avec la métropole. Alors peut-être que le dessin est un peu aménagé, mais les arbres, ils existent. Puisque ça a fait l'objet quand même de discussions. Peut-être qu'ils sont un peu moins beaux. Ils vous paraissent peut-être trop beaux, là. Merci Bien, de votre moi, je vous attention. remercie. Encore une fois, oui monsieur, dernière question. En termes de télescopage de planning entre ce projet et le parking des Sœurs. On va y venir. On va en parler puisqu'on va parler du grand projet. Oui, on va en parler. Je vous aurai la réponse. Si vous avez retenu le planning de cette opération, vous aurez la réponse par rapport au planning de la suite. Merci. Merci de votre attention. Comme pour le premier projet, on proposera dans le courant de l'automne, une fois que l'ensemble du permis sera validé, etc. Ouais, alors peut-être vous ne ferez peut-être pas, bon, on verra bien, mais en tout cas on proposera une réunion spécifique sur le sujet. On passe à la deuxième partie de notre réunion de ce soir, où je vais vous faire un point rapide mais complet sur les grands projets du mandat, c'est-à-dire les engagements que nous avons pris sur ce qu'on a appelé les grands projets et dont Marie-Hélène m'a donné la responsabilité de les développer. Ma présentation a disparu. Et passez-vous, bon, on va avancer sans, je sais pas qui m'a piqué mon... Vous n'êtes pas parti avec ma présentation, là? Merci. Le premier projet, on va rapidement, parce qu'on avait fait une réunion spécifique sur le sujet, c'était le parking des Sœurs et son jardin paysager qui vient le compléter, puisque ce n'est pas uniquement un parking, mais c'est aussi un jardin. Le planning de réalisation, on a attribué les marchés en juin 2021, donc c'est tout récent. On aura un début de travaux sur août 2021 et une ouverture à l'été 2022. Il a été, lors de la réunion avec les entreprises, on a mis en garde et on va être très vigilant sur les horaires de rentrée des classes pour qu'il n'y ait pas de livraison dans des tranches d'horaire 8h30, 9h. Ça se fasse soit avant, soit mais que ça ne tombe pas sur les rentrées scolaires. Donc ce chantier, la partie démolition et terrassement se fera, je pense, effectivement sur la période août. Ça va déborder forcément, ça ne va pas se faire juste dans la période du mois d'août, mais assez rapidement, on va rentrer dans une phase où on sera dans la phase de construction. Il apportera forcément quelques contraintes, on va essayer de les prendre le mieux en compte, surtout par rapport aux rentrées des écoles. Donc voilà pour le parking des Sœurs. Donc aujourd'hui, ce projet est bien lancé. Deuxième grand projet que nous avions lancé en début de ce mandat, c'est la couverture des cours du tennis, c'est-à-dire pouvoir apporter enfin un équipement un peu plus agréable et plus adapté à l'ensemble de la pratique du tennis. Et donc, après avoir travaillé avec un bureau d'études sur un peu des projets, des estimatifs, et avec la métropole dans le cadre des autorisations, puisque nous sommes dans une zone naturelle, protégée, inondable, avec le ruisseau de Roche-Cardon, donc avec beaucoup de contraintes. Donc on a travaillé avec la métropole et on aboutit vers une solution de pouvoir, en alignement, couvrir les cours 1 et 2 ou 2 et 3. La version n'est pas aujourd'hui arrêtée. Améliorer la partie club et si on opte pour la solution 1 et 2, d'avoir un schéma de couverture qui engloberait un petit peu plus, qui engloberait une surface supérieure au terrain. Ça marche ou pas mon truc là? Je ne sais pas si on le voit, je suis où? On voit rien. Là, voilà. Vous voyez, ici, la zone bleue, ça serait une partie qui serait également couverte, qui faciliterait des activités dans le cadre de l'école de tennis, avec un bâti qui se trouverait sous la couverture,
avec un système de gradins qui permettrait éventuellement aux visiteurs, enfin aux parents ou autres, de suivre des matchs un peu en hauteur par rapport et avoir une vue sur les deux cours. Ça, c'est une version. Sinon, l'autre version, c'est le 1 et 2, c'est-à-dire que le parti club resterait là où elle est, peut-être améliorée, revue, hein, mais à son emplacement ici, et on aurait en alignement les cours 2 et 3, mais on n'aurait pas la possibilité de faire cette extension, enfin cet agrandissement. La balle est dans le camp du club, qui sont les usagers, donc les deux versions seraient possibles avec la métropole, donc à eux de nous dire pour qu'on puisse avancer. Le planning de ce projet, maintenant qu'on a à peu près arrêté l'idée et qu'on a une analyse un peu budgétaire et des études suffisamment complètes, on va pouvoir consulter des partenaires pour la réalisation. Donc cette consultation se fera à la rentrée 2021, c'est-à-dire septembre-octobre, je pense. On espère pouvoir faire un dépôt de permis pour fin 2021 et une réalisation sur le deuxième semestre 2022, ce qui, logiquement, devrait nous permettre d'avoir à peu près, ça représenterait à peu près 6 mois de travaux. Donc on devrait, à fin 2022, disposer de ces deux cours de tennis couverts. Je vais avancer sur les grands projets et je vous propose que les questions-réponses se fassent sur l'ensemble des projets, parce qu'on perdra trop de temps si vous voulez bien. Donc voilà pour le projet tennis. Merci pour le slide suivant. Le projet skatepark. Le projet skatepark, aujourd'hui, nous sommes face à un certain nombre de recours qui ont été déposés par les représentants des copropriétés voisines. Aujourd'hui, le projet est suspendu et il est dans l'attente des conclusions des études complémentaires que nous avons demandées pour apporter un certain nombre de garanties par rapport à ce projet sur son emplacement. Donc malheureusement aujourd'hui on le suspend. Donc il y aura pas de, j'ai pas de réponse à apporter en dehors du fait que on est sur des recours et deux que on s'attache à analyser des études complémentaires et qu'on reviendra sur ce sujet ultérieurement. Non, on interviendra, les questions se poseront après, à la fin, s'il vous plaît. Non, mais attendez, attendez, la question, les questions, je vous propose qu'on les fasse à la fin et qu'on finisse cette présentation. Il y a, en parallèle quand même, par rapport à ce projet et sur l'ensemble du site, on a entendu un certain nombre de remarques et donc il y a un arrêté municipal qui va réglementer l'ensemble du site et qui interdit musique, scooter et des horaires avec un usage de 8h30 à 19h30, ce qui fait qu'on aura, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, une verbalisation possible des contrevenants. Aujourd'hui, c'est une indication. Donc ça, c'est en cours. Ça sera vrai, l'affichage va se faire dans les, j'espère, les jours à venir ou les semaines à venir, et donc de manière à ce que ça soit réglementé. L'arrêté a été signé par Madame le maire. Donc j'élude pas les questions, je propose qu'on y revienne après. Ensuite, le troisième grand projet, quatrième, pardon, c'était donc la mise aux normes et surtout la rénovation du dernier bâtiment communal qui restait à réhabiliter et à réaménager, qui était donc la Maison des Carriers. Donc la Maison des Carriers, nous avons fait faire une étude par un cabinet spécialisé sur des différents scénarios. Il y a eu 3 scénarios qui ont été proposés. Un premier scénario qui était de faire une extension. Donc là, vous avez, pour la compréhension, là ici, nous avons l'école, et là, nous avons le bâtiment actuel de la Maison des Carriers. Donc l'idée, là, c'était de faire une extension sur les 2 niveaux dans le prolongement arrière de la Maison des Carriers, avec un restaurant scolaire au niveau de la rue Victor Hugo et des salles de musique en étage. Le deuxième scénario, c'était une extension dissociée, c'est-à-dire de déplacer, de créer une cantine scolaire
au-dessus du préau existant dans la cour de l'école et de réhabiliter l'ensemble du bâtiment Maison des Carriers pour les activités associatives. Le troisième scénario, c'était de se maintenir dans l'enveloppe existante en faisant uniquement un apport d'une structure, je ne vois pas du tout mon truc, il est là, c'est ce qu'on voit en rose ici, c'est une petite structure qui viendrait se coller derrière, qui amènerait les dessertes et tous les accès ascenseurs, etc. en arrière. Donc c'était les trois scénarios qui ont été proposés, et donc une commission s'était mise en place avec les utilisateurs de ces espaces, les enseignants de l'école de Saint-Fortuna, etc. Et donc la solution qui a été retenue, c'est le scénario numéro 2, qui était de dissocier le restaurant scolaire et de construire au-dessus, sur la plateforme, au-dessus du préau existant. L'avantage de cette solution, c'était qu'on avait une insertion sur le site qui était de qualité architecturale satisfaisante, avec la capacité à intégrer ce restaurant scolaire en reprenant le langage de la première extension de l'école, donc en l'intégrant dans l'environnement architectural actuel. Et le deuxième avantage, c'est qu'on maintenait l'architecture et on préservait le patrimoine dans son esprit de la Maison des Carriers actuelle. Ce scénario présentait également, Carole, je veux bien le suivant, il représentait un phasage de travaux intéressant, puisqu'il nous permet de construire la restauration scolaire et une fois qu'on avait déménagé la restauration scolaire, on pouvait réaménager, alors sinon c'est compliqué en site occupé avec le restaurant plus les activités. Donc on avait une continuité de service, et puis avec bien sûr une relocalisation plus ponctuelle des associations, et principalement de l'école de musique pendant la phase travaux. Ce scénario, en termes d'approche budgétaire, il est estimé en coût hors taxe travaux aux alentours de 2 millions d'euros hors taxe travaux, à plus ou moins 15% au niveau de cette étude, et ce qui donne un coût global projet TTC de l'ordre de 3,7 millions d'euros. Les phases suivantes sur ce projet, c'est l'extension du restaurant scolaire, l'étude, pardon, sur l'extension. On va lancer une étude pour étudier les solutions d'extension des restaurants scolaires. Ça va être lancé à l'automne 2021. On espère pouvoir réaliser le restaurant scolaire en 2022. C'est ambitieux, mais voilà. Et une fois qu'on aura... pour que derrière on puisse réhabiliter la Maison des Carriers sur 2023-2024. Il n'est pas impossible que ce planning glisse un peu, parce qu'on est quand même qu'au début des phases d'études. Voilà pour ce qui concerne le projet Maison des Carriers. Je crois que j'en ai terminé. Alors, c'est un petit peu marathon, j'en conviens. Maintenant, si vous voulez, je propose que on joue au jeu des questions-réponses. Oui, monsieur. Voilà, je m'adresse, je suis porte-voix des copropriétaires de Saint-Didier et de nos voisins. Plus fort, plus fort, plus fort. J'ai parlé plus fort. Voilà, je fais le porte-voix des copropriétaires du domaine de Saint-Didier, de nos voisins les Coteaux et de l'Angélique. Vous avez présenté le projet du skatepark. Nos copropriétaires sont déterminés à ce que ce projet soit abandonné. Ça a été signifié à Madame le maire par voie de courrier et par une pétition. Les motifs... Ne parlez pas assez fort. Voilà, je disais que les riverains, une centaine de personnes, sont déterminés à aller jusqu'au bout pour l'abrogation de ce projet de skatepark. Nous avons fait une étude de bruit donc indépendante qui a révélé que les niveaux sonores sont intolérables pour un voisinage résidentiel. Pour l'instant, nous sommes dans la phase amiable, mais croyez bien que mes clients sont déterminés à aller jusqu'au bout pour faire abandonner ce projet. Voilà. Vous habitez pas là?
Merci pour votre explication. Comme vous l'avez compris, on a marqué suspendu. Suspendu, ça ne veut pas dire abandonné. Mais monsieur, vous n'habitez pas là, si j'ai bien compris. D'accord, donc vous n'habitez pas ni les coteaux ni les domaines de Saint-Didier. C'est ça, j'ai bien compris. Et vous avez fait une étude sur le bris sans avoir l'équipement. Les copropriétaires ont demandé une étude contradictoire. À la start de ce qu'elle fait la parce que j'ai été contacté par un des techniciens qui a été développé. Et donc, nous avons demandé une étude complémentaire qui permet d'argumenter et qui nous amène à demander la votation sur le. Alors, moi, si vous voulez, aujourd'hui, on a bien compris, on a reçu un certain nombre de représentants, on a entendu. Vous dites que pour l'instant, on est sur un recours amiable. Enfin, moi, quand on est sur des démarches avec procédure, avocat, trahison, mensonge de la municipalité, je ne suis pas aussi sûr que ça que nous soyons dans un recours amiable. Néanmoins, aujourd'hui, nous prenons en compte l'ensemble des éléments et on est là pour écouter, pour essayer de trouver. On a associé, on avait le souhait d'associer des copropriétaires dans cette réflexion pour intégrer et prendre en compte un certain nombre de choses. Bon, la solution a été de dire on se retourne vers un avocat. On a entendu, on a compris, donc on a suspendu. On fait des études complémentaires pour savoir si ce projet, en l'état, peut continuer dans son ensemble ou pas. Et nous prendrons nos décisions et nous reviendrons vers la population pour leur dire quel sera le résultat de cette étude et de ses conclusions. Voilà. Après, je comprends. On a entendu, on a mis en place, on a pris des engagements. Le premier engagement, ça a été de réglementer le site, parce qu'on est conscient que le Citystad et les autres équipements apportent de la nuisance. Donc on l'a pris en compte, on le fait tout de suite, et derrière, on va progresser dans nos études, dans nos analyses, qui vont nous permettre de prendre une décision. On va aller voir d'autres sites qui sont aussi dans des centres-bourgs. Enfin voilà, on a un travail à faire qu'on va poursuivre, et à un moment donné, ça nous amènera à prendre une décision sereine vis-à-vis des copropriétaires et de la justice. Autre question? Non, simplement pour dire que c'est évidemment pas facile de concilier les intérêts de tout le monde, mais que je trouve que c'est bien que la mairie, elle prenne en compte à la fois l'intérêt des seniors et l'intérêt des jeunes, parce que c'est vrai que ça manque d'installation, et tout en préservant le bien-être de chacun. Je trouve que c'est très bien d'avoir fait ce travail de fond qui permet quand même de prendre en compte toutes les strates de la population. Voilà. Merci, on est d'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça que peut-être qu'il y a des choses qu'on a entendues et qu'il faut qu'on mesure de manière plus précise. Et c'est le travail que l'on va faire. On le regrette parce qu'on avait la volonté de le réaliser rapidement vis-à-vis des jeunes qui étaient très demandeurs. Et qui travaillent sur le projet d'ailleurs. Voilà, qui travaillent sur le projet. Donc on continue à avancer dans la réflexion. Par contre, on a besoin de compléter nos études pour vraiment avoir vraiment des éléments qui nous permettent de dire c'est pas raisonnable ou c'est raisonnable, et on reviendra vers vous sur ce sujet. Une autre question? Alors, madame, mais après, promis. Oui, je voulais juste savoir quel type d'études complémentaires vous avez l'intention de faire par rapport à ce site qui est... Alors, je suis désolé, mais je ne peux pas pouvoir en parler ce soir parce que, comme vous l'avez compris, nous sommes en contentieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les copropriétés nous écrivent par avocat, donc nous discutons aussi avec nos avocats, et aujourd'hui, je n'ai pas envie de répondre précisément à cette question. La procédure suit son cours, on a pris en compte, on a intégré des gens dans la réflexion de départ. Ces gens ont utilisé les documents alors qu'il n'y avait rien d'officiel. Donc à aujourd'hui, je suis désolé de cette prudence, mais elle est obligatoire pour la continuité et pour la bonne décision sur le projet, que ce soit
de l'abandonner définitivement, ou que ce soit de le maintenir, ou de le positionner sur un autre espace. Aujourd'hui, il n'y a rien de décidé. Voilà. Oui, alors, donc, vous pouvez quand même dire que oui. l'étude de bruit qui a été faite par une société de services compétente a révélé que actuellement le City-Stade avait des émergences trop importantes de bruit. Il a été fait une simulation avec le skatepark qui révèle que sans équipement complémentaire, rien n'est conforme. Et avec des murs de 3 mètres de haut, on est toujours... Madame, je vous coupe, parce que... Non mais je vous coupe parce que je vous ai dit... Non mais attendez, je vous coupe parce que... Madame, je vous coupe parce que je vous ai dit qu'on menait des études complémentaires qui confirmeront. Ce qui m'embête, si vous voulez, c'est qu'on fait on est sur ce sujet unique, alors qu'il y a d'autres projets et que des gens quittent la salle parce qu'ils ne se sentent pas forcément aussi concernés que vous. Oui, donc nous sommes dans les études complémentaires qui nous permettront de savoir si ce que vous dites est confirmé ou le niveau d'acceptation qu'il est possible. Nous reviendrons vers vous sur ce sujet. Nous avons entendu. Didier, je pense qu'on va si vous êtes d'accord, on va clore ce sujet sur le skatepark. Vous avez bien compris qu'on a entendu tout ce que les riverains nous ont dit. Aujourd'hui, on a reçu les lettres des avocats. Ce sont nos avocats qui répondent. Donc on n'auront pas le dialogue, bien évidemment, mais je pense que vis-à-vis de toutes les personnes qui sont là ce soir et qui se sentent peut-être pas forcément directement concernées par ce skatepark, nous pourrions parler des autres projets s'il y a d'autres questions et on reste à votre disposition. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on passe à d'autres sujets là. Une autre question ? Une toute petite, ça concerne les jeunes aussi. Est-ce qu'il y a un parc qui a été aménagé pour les enfants qui est super, mais qui est saturé? On espère qu'avec tous ces immeubles, il y aura de jeunes ménages qui vont s'installer à Saint-Didier. On l'espère aussi. Est-ce que dans la partie du parking, vous avez prévu aussi des jeux pour enfants, parce que c'est à côté de l'école? Oui, mais tout à fait. Ce jardin qui jouxte le parking, c'est d'abord pour avoir un cheminement piétonnier en toute sécurité entre le centre-bourg et les écoles, parce que si vous habitez dans le secteur, vous voyez bien que le matin, c'est extrêmement chargé, c'est compliqué pour que tout le monde puisse déposer les enfants en toute sécurité. Et ce jardin, en fait, aura un cheminement piétonné, après reste à l'aménager avec des bancs, avec des jeux, avec tout ce que l'on peut faire pour les enfants, bien évidemment. Une dernière question, et puis après on reste à votre disposition, ça sera le mot de la fin à Madame le maire, mais on reste à votre disposition, on est encore là, ceux qui veulent nous voir. Monsieur Girier. Avec Monsieur Girier. Mais après on prendra Monsieur parce qu'il avait levé la main avant Monsieur Girier, mais... Une question que j'espère simple. Oh là là, les papiers. Oh là là, il a son papier. Allez-y. Allez-y. C'est une propriété qui fait un peu plus de 2 hectares, qui est à 80 mètres à vol d'oiseau de la mairie. Oui. Qui est boisée, classée sur une partie, avec des parties bâties sur 1300 mètres carrés. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à une propriété qui est à la vente à 6,5 millions sur le secteur? Est-ce que c'est un fouteux qui va racheter la voiture, qui va racheter la propriété, ou est-ce que la mairie va faire quelque chose pour avoir un îlot de fraîcheur au centre du village et arrêter de mettre des climatisations dans les nouveaux immeubles et que les gens crèvent de chaud? Ça, c'est une bonne question, Monsieur Gérier. C'est vrai que cette propriété Trévoux, elle est emblématique de la commune. Elle est derrière les coteaux, elle est contre la mairie et derrière l'école. Donc, on nous a posé la question déjà de savoir si on pouvait l'acquérir. C'est effectivement un montant de 6,3 millions. Si la commune se porte acquéreur de cette propriété, elle va mettre en péril d'autres projets. Donc il faut revoir, par exemple, la réhabilitation de la maison des Carriers, parce que, vous avez vu, c'est un budget de 3,7 millions tout compris, et encore, si tout se passe bien. Donc il faut quand même qu'on mesure ça. Mais on réfléchit, parce qu'il y a quand même plusieurs possibilités. Si on acquiert la totalité de la propriété,
On pourrait se dire effectivement qu'on a la place pour étendre nos écoles, étendre notre centre de loisirs, faire une crèche, donner des salles aux associations. Il y a, je crois, 1200 mètres carrés de surface habitable dans cette maison, plus ses dépendances, donc il y a vraiment de quoi faire. Par contre, si on fait ce genre de projet, ça veut dire que c'est destiné à recevoir du public, et là, c'est des travaux qui sont quand même conséquents. Il faut revoir aussi la division à l'intérieur de la maison pour que tout le monde puisse y trouver sa place. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir chiffrer. Aujourd'hui, je suis incapable de dire ce que ça pourrait coûter. Après, il y a la possibilité de se dire, la maison pourrait être rachetée par quelqu'un, et on pourrait se porter peut-être acquéreur, soit de la totalité du parc, ou pas toute la totalité du parc. En tout cas, nous, ce qu'on souhaiterait, par rapport à ce qu'on a expliqué en préambule sur les zones URM, c'est pouvoir avoir un cheminement piétonnier qui descende de la Croix des Rameaux jusque derrière la mairie. Et donc, forcément, à un moment, on a cette propriété Trévoux qui se trouve sur le chemin. Il y a la ruette à balai, pardon, d'un côté qui va déboucher sur la rue de la République, mais elle pourrait longer la propriété Trévoux derrière les coteaux et arriver jusqu'au centre, jusqu'à la mairie. Il y a beaucoup de choses. J'avoue que c'est interpellant. J'avoue aussi que la semaine dernière, on a reçu 2 personnes qui sont en indivision sur cette propriété. Leur souhait, c'est que cette maison soit propriété de la commune. Alors, je leur ai dit, moi je veux bien, mais 6,7 millions, comme ça, 6,5 millions ou 6,3 millions, je ne les ai pas. Donc déjà, d'entrée de jeu, il faut déjà discuter le prix, et le prix reste quand même assez élevé. Donc c'est vraiment une réflexion qu'il faut mener. C'est une réflexion qu'on veut mener avec l'ensemble du conseil municipal, pas que notre équipe, parce que ça engage beaucoup de choses derrière. Et puis, c'est aussi une réflexion qu'on doit mener avec vous. Parce que, c'est vraiment un très très gros projet, surtout lourd financièrement. Et si on achète cette propriété, il faut tenir compte des travaux derrière pour recevoir du public, parce que ça ne sera pas une habitation. Alors, vous savez par ailleurs que la commune de Saint-Didier-Mont-d'Or n'a pas d'emprunt. C'est une commune... Un tout petit peu, mais c'est vrai qu'on est endetté à hauteur de moins de 2 ans. C'est une commune qui est unique pour ça. Oui. On n'emprunte pas à Saint-Didier-Mont-d'or. Aujourd'hui, l'argent ne coûte rien. Oui, mais c'est pas tant ça, Monsieur Girier. C'est le fait de se dire que sur un exercice, si vous voulez, vous avez fait un budget. On vient de faire le budget 2021. Donc là, voilà. Mais c'est aussi... bien évidemment qu'on est peu endetté, mais ça aussi, vous le ressentez dans vos impôts. Donc il faut aussi penser à tout ça. Hein. Faut tout mettre dans la balance. Hein. C'est vraiment un sujet sur lequel il faut se pencher, parce que derrière, je ne suis pas sûre que si on fait cette opération, on puisse faire la maison des Carriers derrière. Vous entendez bien? Faites le référendum. C'est ce que je vous disais, Monsieur Girier, c'est une réflexion à mener avec l'ensemble du conseil municipal et aussi avec les habitants de Saint-Didier. Parce que le projet est important. Et c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça aussi. Hein. La maison des Carriers, on est parti sur une période assez longue. Et je me mets aussi à la place des habitants de Saint-Fortunat. Aujourd'hui, l'attraction à Saint-Fortunat se fait aussi par cette maison des Carriers, parce que dedans, on a les associations et notamment l'école de musique. Demain, si on ne fait pas la maison des Carriers, ça veut dire quoi? On la vend, par exemple. C'est une idée, hein. C'est une hypothèse. On la vend. Bon, il faut déterminer le prix, mais après, qui l'achète? Et qu'est-ce qu'on en fait? Nous, on est propriétaire de la maison des Carriers aujourd'hui, donc on a juste le coût des travaux à faire. La propriété Trévoux, 1, il faut l'acheter, et 2, il faut faire les travaux. Voilà. J'entends ce que vous me dites. J'aimerais beaucoup, et puis la famille Trévoux aussi aimerait beaucoup qu'elle reste... Alors moi, je leur ai demandé qu'ils la lèguent, mais ils ne sont pas d'accord. Ça s'appellerait le parc Trévoux. Ah ben là, si vous voulez, nous, on aime bien Maison des Carriers, Maison Meunier, donc on garderait Maison Trévoux, hein, c'est sûr. On prend peut-être la dernière question, et puis après... Monsieur qui lève le bras depuis un petit moment. Oui, simplement, vous avez fixé la règle du jeu sur le skatepark, et ça y est.
Il faut savoir pour que les gens qui sont dans cette salle, pourquoi nous insistons, je fais partie de la copropriété Les Coteaux de Saint-Didier, c'est parce que derrière la crèche, il y a un city-stade. Et que des gens ici, beaucoup de familles, subissent, je pèse bien mes mots, subissent le bruit du rebond des balles, des cris des gamins, etc., etc. Et je vous invite à passer une heure à côté. Il faut savoir qu'entre l'angle de la copropriété et le city-stade, il y a 8 mètres. Alors, j'aimerais simplement, puisque nous sommes ici dans une assemblée, que la mairie puisse s'engager, et M. Verdillon a dit, c'est dans les possibilités, je reprends ses propos, en disant faire quelque chose pour les propriétaires qui subissent ce bruit. Ça veut dire ne pas ouvrir les fenêtres. Okay. Bon, Monsieur Paludetto, voilà. je suis désolée de revenir sur le sujet. J'ai dit qu'il était clos. On vous a reçu en mairie, on vous a expliqué, vous nous avez envoyé votre avocat. Donc maintenant, on va laisser les études complémentaires se faire. Je le redis encore une fois, on ne répondra pas à cette question. Après, si vous voulez discuter avec les gens qui sont dans les gradins, moi, ça ne me dérange pas. Mais après la clôture de la réunion, s'il vous plaît. Madame le maire, je vous respecte. Je parle simplement des gens qui, aujourd'hui, je parle du city-stade, et M. Verdillon nous l'a dit dans une réunion, et je peux le croire, il n'y a aucun problème, c'est que ces gens, actuellement, vivent depuis des années et subissent ce bruit. Et donc, simplement, j'aimerais que vous intégriez simplement ce problème. Très bien. Monsieur Paludetto, on va clore. Nous avons une parole. Nous avons pris des engagements vis-à-vis de vous lorsque nous sommes rencontrés sur la mise en horaire pour éviter les nuisances et pouvoir les faire respecter. On a écrit qu'on était prêt à lancer une étude sur des murs anti-bruit. On va le faire et on le fera parce qu'on a une parole et que si on dit que l'on fait, on fait. D'accord ? Par contre, si vous voulez, aujourd'hui, je regrette, et très vivement, qu'on soit obligé de se parler par l'intermédiaire d'avocats. Je le regrette. Et cette situation, elle est née de l'attitude de certains qui ont, quelque part, refusé le dialogue. Donc c'est que ça. Donc je pense que, comme l'a dit Madame le maire, c'est clos. J'aimerais qu'on pose une dernière question sur autre chose que le skatepark, pour qu'on puisse donner le mot de la fin à Madame le maire sur un sujet plus positif. Madame. Alors, nous avons, je l'ai dit un peu en introduction, il y a bien entendu cette zone RM est relativement large, donc il y a effectivement d'autres réflexions qui s'inscrivent dans le plan qu'on a présenté, c'est-à-dire à la fois de l'étude de cadrage, de la charte d'urbanisme qui est en cours de réalisation. Au fur et à mesure qu'ils verront le jour de manière aboutie, on procédera de la même manière que celle que l'on a fait ce soir avec les deux porteurs qui vous ont présenté leur projet ce soir. Pour l'instant, tous les particuliers n'ont pas vendu leur terrain. Voilà. Alors, si vous voulez, ce qu'il faut consulter, c'est les propriétaires, parce que c'est eux qui vendent leur terrain. Donc après, derrière, nous... on consulte, si vous voulez, à partir du moment où un projet, tant qu'il n'y a pas... La démarche que l'on a ce soir, aujourd'hui, on n'a pas à la voir, puisqu'on dévoile des choses sur un permis qui n'est pas accepté. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce sont les porteurs de projets qui en parlent. Et nous, à partir du moment où les projets ne sont pas suffisamment aboutis, on a des réunions avec une commission sur laquelle on les évoque, hein, on en parle, mais on ne peut pas faire une communication, on peut la faire qu'à ce moment-là. Et un permis de construire, lorsqu'il est accordé, il est consultable de manière officielle par n'importe qui, il est opposable, c'est-à-dire que vous pouvez, à titre individuel, porter un recours si vous le souhaitez, il faut qu'il soit fondé, mais voilà, donc les procédures, il y a une procédure dans le code de l'urbanisme qui protège aussi le voisinage. Dernière question.
vague qui est derrière nous là. Ouais. Ouais, alors, on est en démarche à l'heure actuelle. Donc, ce terrain est un terrain privé, aujourd'hui, sur lequel la commune a une réserve, enfin, un droit de réserve, c'est-à-dire que si le jour où les gens se vendent, on a un droit de réservation sur ce terrain. Aujourd'hui, les propriétaires ne sont pas vendeurs. On est en discussion avec eux parce qu'effectivement... On doit les revoir, je pense, d'ici une dizaine de jours. Pour que ça soit... En tout cas, pour qu'ils entretiennent leur terrain, parce que là, ça pousse beaucoup avec la saison. Voilà. En tout cas, pour ce qui est des poubelles à l'angle, c'est les poubelles des logements rue du Vallon d'Or. On a entrepris plusieurs démarches auprès de Lyon Métropole Habitat pour que les personnes qui sont chargées de sortir les poubelles les sortent pas trop tôt non plus, et puis mettre les bacs suffisants pour que ça ne soit pas des sacs qui soient posés au sol, parce que ceux-là ne sont pas ramassés. Donc oui, je peux vous dire qu'il y a une personne qui s'en occupe, et elle s'en occupe pratiquement tous les jours de cette histoire de poubelle. Oui, oui, alors justement, on doit rencontrer les propriétaires de ce terrain d'ici une dizaine de jours. Le but, c'est ça, c'est de leur demander de clôturer leur terrain et surtout de couper ce qu'il y a dedans, parce que c'est friche. On parle d'ambroisie aussi, je ne suis pas allée vérifier, mais voilà. Oui, voilà. On va peut-être faire juste... Non, je suis désolé, mais parce que sinon il est déjà 9h moins 5. Je voudrais juste, avant de donner le mot de la fin à Madame le maire, nous avons plaisir d'avoir notre directeur général des services qui est présent ce soir. Il n'y a pas eu les vœux du maire, il nous a rejoints au mois de décembre. Donc peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Je vais simplement lui demander de se lever pour que les gens le repèrent. Donc Vincent Burgi qui a rejoint. Merci de sa présence ce soir. Et c'est lui qui anime et qui fait vivre notre commune. Merci Vincent de votre présence. Voilà, Marie-Hélène, à toi le mot de la fin. Alors, on reste à votre disposition. Hein. Nous, on n'est pas pressés d'aller se coucher. Donc, si vous voulez encore nous poser des questions ou poser des questions au groupe Vinci ou à Bouygues Immobilier, n'hésitez pas. En tout cas, ce genre de réunion, c'est quelque chose qu'on avait mis dans notre programme. C'est quelque chose qu'on veut continuer à faire, en tout cas dès qu'on a des projets d'envergure qui vont sortir. Je suis bien sûre... Alors maintenant, tout à l'heure, Jacques Versier l'a évoqué, conseillère régionale, mais dans tous les cas, je vais privilégier mon mandat de maire. Donc je suis disponible en mairie, parce que je n'ai pas d'activité professionnelle, si vous ne le saviez pas. Donc je suis tous les jours en mairie, y compris les samedis matins. Donc vous pouvez m'appeler, vous pouvez passer à l'improviste, certains le font régulièrement. Je suis à votre disposition, il n'y a pas de souci. En tout cas, on a été très heureux de pouvoir faire cette réunion ce soir, de vous retrouver, de pouvoir échanger, même si on a encore les masques sur le visage. J'espère que tout ça va disparaître. J'espère qu'on pourra d'ici septembre donc, vous présenter une nouvelle réunion publique le 13 septembre. Et puis après, certainement, on se retrouvera pour les vœux du maire. Voilà, on reste à votre disposition. Merci à tous, une très belle soirée, plaisir.